Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Dans cet épisode, je vais m'attaquer à un sujet un peu touchy, mais je crois que c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. Comme vous le savez, mon objectif en faisant de la vulgarisation scientifique, c'est de permettre de mieux répondre aux besoins des chiens, de mieux comprendre comment ils communiquent et globalement de donner les clés pour améliorer leur bien-être et la cohabitation humain-chien. Bref, j'ai comme objectif de faire de la prévention sur tout ce qui pourrait nuire aux chiens directement, à la relation humain-chien et réduire les risques de morsure. Du coup, dans cette prévention, j'inclus évidemment les réelles maltraitances et les outils coercitifs, mais aussi tout ce qui peut être un peu plus banalisé. En effet, aujourd'hui, on reconnaît à peu près tous que les colliers électriques et étrangleurs sont violents, qu'il ne faut pas frapper un chien pour l'éduquer ou le pendre au bout d'un collier étrangleur. Par contre, il y a encore beaucoup trop de vidéos et de méthodes encensées alors qu'on y voit des violences plus ordinaires. Même si ce n'est pas de la maltraitance à proprement parler, ça va à l'encontre du bien-être des chiens et ça expose également à des risques de morsure. Le but de cet épisode est donc de sensibiliser sur les violences ordinaires. Et je veux en parler parce qu'il y a plusieurs années, moi aussi je voyais pas forcément le problème et je regardais certaines vidéos d'éduc avec fascination et j'ai même sûrement versé des petites larmes pour des chiens entre guillemets sauvés. Alors qu'en fait, si j'avais été informée de tout ça, je les aurais peut-être pas regardés avec autant de fascination, je les aurais peut-être pas autant défendus, et j'aurais vu plus rapidement que en fait, le chien était plus cassé que en bien-être, et que même quand on stoppe un comportement, c'est pas pour ça que le chien est bien émotionnellement. Bref, la dernière fois, j'ai reçu un message qui me demandait pourquoi m'attaquer aux éducateurs spécialistes des saccades et de l'immersion, alors qu'il y avait d'autres éducateurs qui violentaient clairement les chiens. Justement, je pense que c'est deux sujets sur lesquels je me bats, mais j'ai particulièrement à cœur de faire de la prévention sur, justement, ces violences qu'on ne repère pas du premier coup et toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. La raison est simple, parce qu'en fait c'est un sujet qui me touche, car j'ai été sensibilisée ayant des parents instits qui prônent l'éducation positive, et parce que je supporte pas l'injustice et la violence, qu'elle soit affichée ou plus banalisée, sur ces petits êtres, qu'ils soient humains ou canins, qui n'ont pas la possibilité de dire stop. Je pense donc que quand on parle d'amélioration du monde de l'éducation canine et du bien-être des chiens, on doit se battre contre les violences reconnues, mais également contre les violences plus banalisées. Parce que chez les chiens, comme chez les enfants, on a eu du progrès dans les neurosciences qui nous ont permis de voir que ces petits êtres comprennent beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait et que ces petites violences du quotidien peuvent avoir des conséquences immédiates et ou sur du plus long terme. Du coup, pour faire cet épisode, je suis allée regarder qu'est-ce que c'était que les violences éducatives ordinaires. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets tous les liens en barre d'infos sur toutes les violences éducatives ordinaires sur les enfants. Donc je vous ai trouvé des sites stopveo.org et de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Donc, l'acronyme VEO, c'est la violence physique, psychologique ou verbale utilisée envers les enfants dans une intention éducative. Entre parenthèses, il est précisé pour leur bien, pour qu'ils aient un bon comportement, entre guillemets bien évidemment. Cette violence est culturellement admise et tolérée dans tous les lieux et tous les milieux. Elle en devient alors ordinaire. Nous trouvons dans le registre des violences éducatives ordinaires, chez les enfants, les violences physiques, fesser, gifler, mettre des petites tapes sur les mains, secouer, tirer les oreilles, bousculer, pousser, priver de nourriture, etc. Des violences physiques, punir, culpabiliser, faire du chantage, menacer, priver d'affection, menacer d'abandonner l'enfant, etc. Et des violences verbales, crier, insulter, se moquer, humilier, etc. Les violences éducatives ordinaires regroupent donc tous les moyens violents que les humains utilisent pour faire obéir et changer le comportement.
Ces violences se transmettent de génération en génération où les parents vont reproduire ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient enfants et pensent ainsi donner une bonne éducation à leur enfant. Il est d'ailleurs précisé que notre société va être marquée par certaines croyances erronées selon lesquelles l'obéissance et les châtiments corporels seraient des principes éducatifs. Ces principes éducatifs sont le fruit d'une méconnaissance du développement cognitif et affectif des enfants. Certains parents et éducateurs interprètent donc à tort les comportements de leurs enfants en les qualifiant notamment de caprices. Et il est très répandu de croire qu'un enfant deviendrait un enfant roi si les parents ne le punissent pas quand il se comporte mal. Au niveau de la loi, on a la loi numéro 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Dans cette loi, il est proclamé que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Et d'ailleurs, les violences éducatives ordinaires étaient jusqu'ici tolérées par une jurisprudence qui reconnaissait aux détenteurs de l'autorité parentale un droit de correction. En continuant de farfouiller sur ces violences éducatives ordinaires chez les enfants, je suis tombée sur un écrit du docteur Muriel Salmona, qui est psychiatre psychotraumatologue et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Et dedans, c'est hyper intéressant parce qu'elle parle du fait qu'on puisse taper ou gifler un enfant en plein milieu d'une rue, sous couvert d'éducation et de droit de correction. Par contre, frapper un adulte, ce serait pas possible. Elle rappelle d'ailleurs que le devoir d'un parent, c'est de protéger son enfant, qui est évidemment une petite personne vulnérable et complètement dépendante. Et dans ce même papier, c'est intéressant aussi parce qu'elle fait un lien avec les violences conjugales qui étaient tolérées jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, où les personnes disaient « c'est ma femme, je fais ce que je veux ». Évidemment, aujourd'hui, c'est plus acceptable et c'est considéré comme des délits, voire des crimes, par la loi. Mais elle dit aussi qu'il persiste la phrase « c'est mon enfant et je l'élève comme je le veux ». Dans ce même écrit, elle parle du fait que c'est la méconnaissance des conséquences traumatiques des violences éducatives sur le développement, l'estime de soi et la santé des enfants qui va favoriser la tolérance et la banalisation de ces violences. Et elle est allée chercher plus loin en se demandant si les parents qui infligeaient des violences éducatives ordinaires à leurs enfants étaient informés des conséquences que ça peut avoir. Je cite encore le document où elle dit « La grande majorité des parents considèrent qu'ils sont ou qu'ils étaient en droit de punir physiquement et psychologiquement leur enfant, qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour contrôler son comportement inadapté pour se faire obéir, et que s'ils l'ont fait, c'est pour le bien de leurs enfants, pour qu'ils soient bien éduqués et pour leur sécurité. Et la plupart de ces parents pensent qu'une tape, une fessée, une gifle, secouer un enfant n'a jamais fait de mal à personne, tout comme le fait de l'injurier, le dénigrer, l'humilier ou le menacer pour lui faire peur. Elle précise d'ailleurs que souvent ces parents ont été eux-mêmes corrigés par leurs propres parents, entre guillemets, pour leur plus grand bien. Et elle parle aussi du mythe de l'enfant roi tout-puissant qui serait agressif, violent, irrespectueux parce qu'il n'aurait pas reçu suffisamment de punitions corporelles, alors que les comportements agressifs sont fortement liés au fait d'avoir subi des violences. Et elle précise également que l'OMS a reconnu en 2010 que le facteur principal pour commettre des violences ou en subir était d'en avoir déjà subi. Bref, si ça vous intéresse, les violences éducatives ordinaires sur les enfants, je vous invite à consulter les documents que je vous mets en barre d'infos parce que c'est vraiment très très intéressant. On en revient donc maintenant aux chiens en appliquant cette définition des violences éducatives ordinaires sur les chiens. On pourrait dire que ces violences éducatives ordinaires représentent une violence utilisée envers les chiens dans une intention éducative pour leur entre guillemets bien, pour qu'ils aient entre guillemets un bon comportement, et que c'est culturellement admis et toléré dans la plupart des lieux et la plupart des milieux, ce qui fait qu'elles sont ordinaires. En appliquant aux chiens, dans les violences éducatives ordinaires, dans les violences physiques, on retrouverait les petites tapes sur les fesses, les pichenettes sur la gueule, les saccades, tirer les oreilles ou la queue, bousculer, priver de nourriture, lui mettre un petit pchit d'eau sur la tête, etc. Dans les violences psychologiques, on retrouverait le fait de punir, de fixer dans les yeux, de mettre le chien en immersion face à quelque chose qui lui fait peur, de menacer le chien, de le priver d'affection, de ne pas répondre aux besoins. Et dans les violences verbales, on retrouverait le fait de crier un nom ferme ou de crier tout court sur le chien. En continuant d'appliquer cette définition, je vous reprends exactement ce que j'ai dit avant, mais en changeant le mot enfant par le mot chien. Les violences éducatives ordinaires regroupent donc tous les moyens violents que les référents utilisent pour faire obéir le chien et changer son comportement. La violence ordinaire se transmet de génération en génération, où les référents vont reproduire ce qu'ils ont vu faire sur le chien de la famille et pensent ainsi donner une bonne éducation à leur chien. Notre société est marquée par certaines croyances erronées selon lesquelles l'obéissance et les châtiments corporels seraient des principes éducatifs. Ces principes éducatifs sont le fruit d'une méconnaissance du développement cognitif et affectif des chiens.
Certains référents et éducateurs canins interprètent donc à tort les comportements du chien en les qualifiant notamment de dominants, et il est très répandu de croire qu'un chien deviendra un chien roi si les référents ne le punissent pas quand il se comporte mal. Ça fait bizarre quand on le lit comme ça, et pourtant je pense que le parallèle est assez aisé à faire. Du coup, je reprends avec la définition de la maltraitance passive que j'ai trouvée dans le livre Comportement et bien-être du chien. C'est une définition par Tardif et Gorens que je trouve très intéressante. Donc il précise que la maltraitance active sous-entend une volonté délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de l'animal. Par contre, dans la maltraitance passive, la personne ne souhaite pas faire du mal à son animal et n'a pas conscience de lui porter préjudice. On pourrait donc parler de maltraitance volontaire versus involontaire. Il précise que son auteur ne se rend pas compte qu'il maltraite l'animal et n'en a pas l'intention. Il ne perçoit pas la souffrance vécue par l'animal ou il n'en perçoit pas la cause. Et dans un dernier paragraphe que je vous cite, il est rajouté « Un cas particulier peut également se présenter, le déni. Généralement, ces personnes ne veulent aucun mal à leur animal de compagnie, mais elles ne veulent pas ou ne parviennent pas à se remettre en question. Ainsi, elles l'aiment, elles y sont attachées, elles en ont fait un membre de leur famille. Mais souvent, par méconnaissance ou manque de moyens, elles ne s'occupent pas ou partiellement de l'animal selon des principes de bientraitance. Mais encore faut-il savoir comment bien traiter un animal et ce qu'implique de respecter son bien-être. » Dans ce chapitre, il est évoqué la non-réponse aux besoins, les mythes et croyances sur le comportement canin, l'anthropomorphisme et évidemment les méthodes d'éducation. Je trouve particulièrement intéressant d'insister sur le fait que la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle ne fait pas délibérément du mal à son animal. C'est bien un manque de connaissances et c'est souvent lié à ce que l'éducateur canin va prôner de faire. Pour tout ça, je vous renvoie à l'épisode sur l'expérience de Milgram et la soumission à l'autorité. Et je reprendrai du coup une des définitions des violences éducatives ordinaires dont j'ai parlé plus haut, qu'on pourrait changer en remplaçant encore une fois le mot enfant par le mot chien. La grande majorité des référents de chiens considèrent qu'ils sont ou qu'ils étaient en droit de punir physiquement et psychologiquement leur chien, qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour contrôler son comportement inadapté, pour se faire obéir et que s'ils le font, c'est bien pour le bien-être de leur chien, pour qu'il soit bien éduqué et pour sa sécurité. Et la plupart d'entre eux pensent qu'une saccade, un pchit d'eau, mettre le chien face à quelque chose qui lui fait peur, n'a jamais fait de mal à aucun chien, tout comme le fait de lui crier dessus ou de le menacer pour lui faire peur. Je rappelle donc encore une fois que la maltraitance en éducation canine, c'est pas juste de frapper ou hurler sur le chien. Il y a justement plein d'autres formes de violence qui sont beaucoup plus discrètes. Mais alors, qui va décider que certaines violences sont plus acceptables que d'autres ? Est-ce que le fait de faire de l'immersion est accepté ? Est-ce que le fait de mettre une saccade à un chien qui est déjà en inconfort est accepté ? Est-ce que le fait d'utiliser un pchit d'air ou d'eau dans la tête d'un chien déjà en inconfort, c'est accepté ? Alors oui, dans les vidéos que je vise dans cet épisode, on ne frappe pas le chien, on ne l'étrangle pas. Mais n'est-ce pas des mini-violences banalisées ? Pour rappel, l'arrêté du 3 avril 2014 qui fixe les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, dans son chapitre 6, dans les dispositions spécifiques à l'éducation au dressage et à la présentation au public, il est dit que l'exercice des activités d'éducation, de dressage ou de présentation au public, dans des conditions et avec des méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur, est interdit. Donc, quand on utilise des méthodes qui vont susciter du stress ou de la peur, normalement, c'est une méthode qui est interdite. On peut d'ailleurs remettre la définition du bien-être de l'ANSES en 2018. Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état va varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc si l'animal perçoit de la peur et de la détresse, on n'est pas dans le bon. On peut aussi reprendre les 5 libertés et regarder que, effectivement, les premières peuvent être comblées. Le chien est assez à manger et à boire, le chien n'est pas en inconfort, le chien n'a pas de douleur, blessure ou maladie apparente, le chien peut exprimer certains comportements, mais par contre, la dernière liberté, absence de peur et de détresse, ne serait pas respectée dans une éducation coercitive ou mixte. On dit d'ailleurs souvent que chez la majorité des animaux de compagnie, les 4 premières libertés sont régulièrement respectées, mais pas forcément les dernières. Du coup, répondre aux besoins et essayer de limiter la peur et la détresse, particulièrement dans l'éducation. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, les recherches montrent que l'utilisation de punitions positives et renforcements négatifs ont un impact sur le bien-être physique et psychologique des chiens. En outre, l'absence de stress est toujours un prérequis au bien-être animal, alors que dans l'éducation coercitive, on a potentiellement de la peur ou du stress, en comparaison en tout cas des méthodes positives. Dans les méthodes mixtes et coercitives, on a d'ailleurs d'autres signes de mal-être tels que l'augmentation de l'agression, de peur généralisée, d'apathie, de comportement d'évitement, d'hypervigilance, de peur de la nouveauté et de reluctance pour l'exploration.
Donc encore une fois, si une méthode provoque du stress ou de la peur, ce n'est pas OK pour le bien-être des chiens. Et certains me répondront « oui mais ça marche, oui mais ces personnes sauvent un chien de l'euthanasie, blablabla ». Donc déjà pour commencer, je voulais rappeler qu'il y a un auteur qui s'appelle Ramirez qui a dit que nous étions des espèces de compassion, que le but de l'éducation c'est de rendre nos chiens meilleurs et de les aider à vivre dans notre monde. Le choix de notre méthode ne doit pas juste dépendre de l'efficacité mais aussi de notre éthique. Dans l'éthique, on inclut évidemment le bien-être du chien. Je remettrai une couche ici sur l'étude de Todd en 2018 parce que je la trouve vraiment cool. Todd, elle a étudié les barrières à utiliser des méthodes d'éducation humaine au sens de compassion et respect pour l'autre. Dans ces résultats, on retrouve le manque de connaissances sur les risques pour le bien-être canin, la faible quantité d'informations disponibles pour les propriétaires de chiens, le manque de réglementation des éducateurs canins et leurs connaissances pratiques et théoriques sur l'éducation, ainsi que la diversité des positions des différentes organisations de vétérinaires et d'éducateurs. Ça rejoint encore une fois ce qu'on a vu sur les enfants. Quand on impose des saccades, des pchits d'eau à un chien, qu'on prend pas du tout en compte le fait qu'il ait peur et pas qu'il ait juste envie de bouffer tout le monde, en fait on est sur une méconnaissance des conséquences possibles. Encore une fois, moi j'ai toujours du mal à blâmer les propriétaires de chiens qui suivent les conseils d'un éduc et n'ont pas conscience de ce qu'ils font, parce que c'est des gens lambda qui n'ont pas forcément de formation en comportement canin et sont pas censés repérer ça. Le problème pour moi par contre c'est le manque de mise à jour chez les éducs et de justement dire aux gens que ce sont des comportements normaux, des comportements acceptables envers le chien et que de toute façon tout ce qui compte c'est qu'ils sauvent le chien à la fin. Et d'ailleurs dire qu'on sauve le chien au final c'est toujours pour émouvoir les foules. En fait c'est comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Alors qu'il y en a mais ça prend juste plus de temps que 2 semaines de tournage. Et surtout je rappelle qu'un chien qui n'aimait plus un comportement mais sur lequel on n'a pas travaillé l'émotion, ça n'a absolument rien de bon. C'est juste un chien qui est en impuissance et qui est conditionné au fait que peu importe ce qu'il fait, il n'y a pas de solution. C'est pas un chien à qui on a appris à voir le monde plus positivement et à mieux gérer ses émotions. Et donc typiquement, c'est un chien qui peut être une petite cocotte minute et qui à un moment aura une marge de liberté et défoncera un autre chien ou un humain. Donc je sais que c'est pas l'épisode le plus joyeux que j'ai fait, mais je trouvais ça vraiment important de le faire pour remettre un peu les points sur les i, et d'ailleurs moi j'ai appris des choses par rapport aux enfants en lisant pour cet épisode, et je voulais rappeler que ça soit les enfants ou les chiens, est-ce qu'on ne devrait pas juste leur souhaiter le meilleur ? À quel moment on peut poser un curseur de la violence et de décréter que certaines violences sont acceptables ? Pourquoi les violences physiques sont effectivement acceptées comme des violences de la plupart des gens, mais par contre les violences psychologiques seraient beaucoup plus banalisées ? Encore une fois, je rappelle que nous sommes humains et donc imparfaits, mais l'objectif c'est de respecter l'animal au mieux, et particulièrement quand on expose sa méthode, de montrer le mieux possible et pas de montrer que certains comportements de violence ordinaire sont tolérables. Cet épisode a pour but de se poser des questions, que ça soit sur l'éducateur que vous choisissez, mais également sur votre relation avec votre chien, et encore une fois, comment faire pour arriver à encore mieux. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et que comme moi il vous a appris des choses, et j'espère que si jusqu'ici vous voyez pas ces violences ordinaires, vous allez commencer à les voir et à remettre un peu en question certains propos que vous avez pu tenir sur certains éducateurs. En tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et des caresses évidemment consenties à vos toutous. Hello, c'est encore moi Alice du montage, merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!